Bonsoir, nous sommes ici ce soir réunis pour parler de l'art et de la valeur de l'art, c'est-à-dire plus de marché de l'art que d'art. Car les œuvres d'art se vendent en vente publique pour plusieurs dizaines de millions d'euros à des prix incroyables, soit des montants supérieurs au budget que consacrent certains pays à leur programme d'éducation primaire. Alors, comment expliquer de tels prix? Je vous propose de démarrer, avant de démarrer cette discussion, je vous propose de commencer par un petit diaporama de quelques prix en vente publique. Vous avez à l'écran la lionne de Guénol. Alors, c'est une petite figure élamite trouvée en Mésopotamie qui date de 5000 ans. Et cette petite figure de 8 cm a été vendue pour 57 millions de dollars l'année dernière chez Sotheby's à New York, ce qui constitue un record pour une pièce d'antiquité et une sculpture toute époque confondue. Le tableau qui s'affiche maintenant est un nu de l'artiste Lucian Freud qui s'est vendu pour 33 millions de dollars l'année dernière à New York chez Christie's. Et qui, ce prix de 33 millions de dollars représente un prix qui correspond à l'artiste vivant le plus cher en vente publique. Nous passons maintenant à Francis Bacon. Ce triptyque s'est vendu pour 86 millions de dollars l'an dernier chez Sotheby's à New York. Et c'est un record pour une œuvre d'art d'après-guerre et contemporain aux enchères. Nous passons ensuite à Jeff Koons, qui est un des artistes contemporains les plus chers. Le Balloon Flowers que vous voyez, qui est de couleur rose, fait partie d'une série de 5 œuvres de couleurs différentes. Il s'est vendu pour près de 26 millions de dollars l'an dernier à New York chez Christie's, qui est un record pour un artiste vivant né après 1945. Voilà, vous avez une vue de la vente qui était organisée en septembre dernier chez Sotheby's, où 223 œuvres de l'artiste Damien Hirst se sont vendues pour plus de 100 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 140 millions d'euros. Donc c'était une vente très particulière puisque l'artiste a décidé de vendre directement ses œuvres sorties de l'atelier qu'il avait réalisé l'année de la vente directement chez Sotheby's et qui a défrayé la chronique et qui a réalisé des prix assez phénoménaux. Le tableau que vous allez voir maintenant, c'est Le garçon à la pipe de Pablo Picasso. Ce tableau, c'est le record absolu pour une œuvre vendue en vente publique, 104 millions de dollars. C'était chez Sotheby's l'an dernier, à New York également. Enfin, je terminerai par quelques prix parisiens, puisque Guillaume Cherouti m'a demandé d'illustrer quelques enchères parisiennes. Donc, sa maison de vente vendait l'an dernier, en décembre dernier, pour près de 5 millions d'euros, ce divan japonais, un dessin de Georges Seurat, que vous voyez à l'écran, qui est un record pour l'artiste. L'année précédente, en 2007, la maison Sotheby's avait vendu plusieurs œuvres de la collection d'Ormeuil de haute époque, dont une Vierge à l'enfant en ivoire du XIIIe siècle que vous voyez maintenant à l'écran. Cette Vierge avait réalisé 1,5 million d'euros, ce qui est un prix très important pour une œuvre de cette époque. Et enfin, nous terminerons par une Corinthe, qui est une sculpture de Jérôme, qui s'est vendue pour 456 000 euros, toujours à Paris chez Sotheby's en juin dernier, qui était aussi un très très beau prix. Voilà, c'était juste pour illustrer par quelques images notre propos sur le prix et la valeur des œuvres d'art. Et je vais vous présenter mes invités maintenant. Guillaume Cherouti, vous êtes président de Sotheby's France depuis 2007 et vous avez mené l'an dernier, votre maison de vente à la première place des maisons de vente en France. Bravo. Antoine de Galbert, à ma gauche, vous êtes collectionneur d'art contemporain. Vous avez fondé la Maison Rouge à Paris, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a ouvert ses portes en 2004. Et dont le but est de promouvoir différentes formes d'art actuel à travers plusieurs expositions temporaires. On peut voir donc à la Maison Rouge actuellement une exposition Warhol TV qui est consacrée aux productions de l'artiste pour la télévision américaine, ainsi qu'une jeune artiste et des installations vidéo de l'artiste Mika Rothenberg. Enfin, Alain Quémin, vous êtes chercheur, professeur de sociologie de l'art à l'université de Paris-Est. Je vais donner d'abord la parole à Guillaume Cherouti. Comment
se forment les prix dans le marché de l'art et y a-t-il spéculation? Merci Armelle. D'abord, merci aux Bernardins de m'avoir invité. Je suis très heureux de m'adresser à vous ce soir dans le cadre de ce débat. Je crois qu'il faut peut-être commencer ce débat en rappelant la phrase qu'André Malraux appliquait au cinéma. Il disait « Le cinéma est aussi une industrie ». Et donc je crois que, parlant du marché de l'art, je commencerai par rappeler cette évidence. Le marché de l'art est aussi un marché. C'est un marché particulier parce que s'échangent sur ce marché des objets uniques, des objets qui ne sont pas reproductibles, des pièces rarissimes, et où donc le vendeur se trouve dans une situation particulière, puisqu'au moment où il vend cet objet, même s'il le fait par l'intermédiaire d'une maison de vente, il se trouve en situation de monopole lui-même. Mais néanmoins, c'est un marché, et donc on trouve sur ce marché les attributs ou les ressorts habituels que l'on trouve sur n'importe quel marché. C'est-à-dire qu'il y a des demandeurs, des offreurs, il y a des prix qui se forment en fonction de cette offre et de cette demande, il y a des stratégies qui sont mises en vente pour atteindre le meilleur prix, des démarches commerciales qui sont mises en œuvre par nos maisons ou par des galeries lorsque elles sont les actrices de ces ventes. Il y a naturellement des événements qui sont organisés pour accompagner ces ventes, des expositions, des foires. Tout le monde connaît les grandes foires qui, dans le domaine de l'art, rythment l'année, à la fois les foires d'art contemporain, les manifestations d'art contemporain, qui sont très réputées, à Paris la FIAC, également la foire de Bâle, celle qui se tient à Miami, à Londres, ou dans le domaine de l'art ancien, puisque jusqu'à la semaine dernière, une foire très importante se tenait comme chaque année à Maastricht. Le marketing, dans le cadre de ce marché, tient également, comme sur n'importe quel marché, une place très importante. Vous montriez tout à l'heure une image de la vente organisée par notre maison à l'année dernière pour l'artiste Damien Hirst, pour la dispersion des œuvres de l'artiste Damien Hirst. Je n'ai pas peur de dire que nous avons aussi mené cette vente comme une véritable opération de séduction avec des objectifs de marketing bien identifiés, une exposition de plusieurs jours avant la vente qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, des expositions itinérantes puisque nous avons présenté une partie des œuvres de l'artiste en Inde avant la vente. Et puis un battage médiatique que nous avons organisé parce que nous évoluons sur un marché. Alors c'est un marché particulier, je le redis, parce que il a une dimension esthétique, une dimension médiatique qui nous interpelle, parce que s'y échangent des objets magnifiques, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un marché, et il faut, je crois, le rappeler un peu au début de notre débat. Ce marché, entre 2004 et 2007, il a connu un développement très rapide. Et même dans certains cas, on a pu le dire, entre 2007, la mi-2007 et la mi-2008, un véritable emballement. Et donc, cela a pu, à certains moments, je dirais, un peu bouleverser l'échelle de valeur, placer ce marché dans la situation où il atteint des prix qui frappent, surtout, naturellement, lorsqu'on compare des œuvres anciennes et des œuvres plus récentes, des œuvres d'artistes vivants et des œuvres qui sont passées comme cela dans notre histoire. C'est pour cela que je voudrais insister, après ce premier point de rappel, pour dire que pour bien distinguer, c'est le titre de notre débat, le prix de la valeur, il y a deux éléments qui doivent vraiment être pris en compte. Ces deux éléments sont le temps et la rareté. Le temps est un élément très important car il est naturellement amené à rebattre les cartes. Et il y a dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du marché de l'art, des dizaines d'exemples où l'on voit des déclassements, des reclassements, des déclassements suivis de reclassements suivis de déclassements. Vous avez montré, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette œuvre apparaisse dans le diaporama, l'œuvre de Jérôme, la Corinthe, une sculpture qui a été vendue il y a à peu près un an à Paris, une très belle sculpture. Jérôme était, de son vivant, avec quelques autres, avec Cabanel ou Bouguereau, parmi les artistes académiques les plus cotés. Et de son temps, il a fait fortune, tout comme Bouguereau, tout comme Cabanel. Et puis, à
à peine disparus. Ces artistes sont tombés dans un certain oubli. Leur académisme a été critiqué comme une forme de conservatisme, hein, et ils ont un peu disparu. Et puis un siècle plus tard, au musée d'Orsay, on les a un peu réhabilités. Et aujourd'hui, on voit, même si les prix atteints par ces artistes ne sont pas comparables à certains autres records que vous avez montrés, on voit que ces artistes retrouvent une cote et sont recherchés par des collectionneurs. Donc l'histoire est un élément très important qui finalement vient complètement effacer les effets ou les surprises qu'on peut avoir lorsqu'on observe une année donnée les résultats des ventes. Il faut toujours se placer dans une perspective plus longue où, encore une fois, le temps viendra rétablir la juste hiérarchie entre les prix qui relèvent du court terme et les valeurs qui, elles, sans doute, relèvent du long terme. La rareté est également un élément très important. La lionne que vous voyez là, la petite lionne de Guénol, est un objet, comme il en passe, très rarement en vente publique. Et donc, cet objet, de ce fait, se trouve d'autant plus recherché. Les collectionneurs qui se disputent un objet comme celui-ci ont une perception très relative de ce qu'est le prix, car pour eux, cet objet est inestimable. Sa valeur ne peut pas être estimée. Est-ce que cet objet vaut 50, 60, 70, 80, 30 millions de dollars? Qui peut le dire? Il est d'une rareté extrême. Le dessin de Seurat, que vous avez vu projeté tout à l'heure, au divan japonais, c'est un dessin que nous avons eu l'immense privilège de faire découvrir aux visiteurs de notre exposition d'art moderne et impressionniste à la fin 2008. Un dessin comme celui-ci de Georges Seurat n'était pas apparu sur le marché depuis plus de 60 ans. Et nous l'avions estimé à une valeur comprise entre 700 000 et 1 million d'euros, mais à vrai dire, nous ne connaissions absolument pas le prix ni la valeur de ce dessin. Et nous avons eu très vite la certitude qu'il serait très recherché, car il a été très admiré comme étant une œuvre absolument remarquable, comme témoignage du génie de cet artiste. Et lors de l'enchère, plus de 20 enchérisseurs se sont disputés cette œuvre, et finalement, un enchérisseur américain l'a emporté contre un enchérisseur dans la salle allemand après une bataille d'enchères homérique. Voilà une autre illustration de ce critère, la rareté, qui permet encore une fois de distinguer ce qui est un prix qui, encore une fois, peut subir des variations d'une valeur qui, elle, se construit dans la durée et en fonction de critères objectifs tels la rareté. Enfin, j'aurais pu d'ailleurs aussi vous parler de l'émotion que nous avons eue lorsque nous avons vendu la collection d'objets médiévaux de la collection d'Ormeuil. La Vierge à l'enfant que vous avez vue est un objet qui est exceptionnel, un objet qui a franchi plusieurs siècles pour arriver jusqu'à nous dans un état de conservation prodigieux. Donc voilà un objet dont la valeur ne fait aucun doute. Et si demain nous remettions cet objet en vente à Paris, d'ailleurs, si nous faisions la même chose avec le Seurat, cela produirait le même effet. Eh bien, je suis certain qu'on retrouverait peu ou prou les mêmes prix, parce que ces objets, encore une fois, ont résisté au temps. Alors, je termine mon propos introductif, Armelle, en répondant ou en lançant le débat sur votre question. Le marché de l'art est-il spéculatif? D'abord, et ce n'est pas moi qui le dis, et peut-être que Alain Quemin, qui est un grand spécialiste, viendra le confirmer ou le détailler. Toutes les études montrent que sur le long terme, l'art n'est pas un bon placement financier. Ce n'est pas un placement financier de tout repos. Et les économistes les plus éminents, je pense à l'économiste américain Baumol, par exemple, qui est très réputé par ses travaux dans de nombreux domaines, eh bien, les économistes ont montré que lorsqu'on prenait des séries très longues, on s'apercevait que la rentabilité ou le rendement financier des objets ou des œuvres achetées sur le marché de l'art était inférieur à la rentabilité moyenne des placements financiers. Donc, je ne crois pas qu'on puisse valider la théorie selon laquelle les intervenants sur le marché de l'art réfléchissent en termes de placement financier. Baumol disait, de manière un peu drôle, qu'il y avait une différence entre le rendement moyen des produits financiers et ce qu'on pouvait tirer du marché de l'art, au détriment du marché de l'art, et que cette différence était tout simplement le bonheur que le collectionneur avait à posséder cet objet. Et donc il était prêt à perdre un peu d'argent par rapport à un placement financier qui était sans doute plus rentable. Alors, ceci étant,
évidemment, comme nous sommes également souvent dans des logiques de court terme, il se peut tout à fait que dans des logiques de court terme, il y ait des phénomènes, sinon spéculatifs, du moins d'emballement du marché, qui peuvent provoquer des calculs, faire intervenir différents intermédiaires qui eux-mêmes auront une stratégie. Mais j'insiste pour dire que cela sera ponctuel, dans le court terme, relativement isolé, car ce n'est pas le moteur principal du marché de l'art. Merci Guillaume. Vous avez parlé d'emballement et pas de spéculation, vous êtes très prudent sur les mots. On est passé de la lionne de Guignol à une vente comme Damien Hirst. On est à deux extrémités. Vous avez parlé comme critère de l'art, la rareté. Pour la lionne de Guignol, on est sur un objet quasi unique. Pour la vente Damien Hirst, on est sur 223 œuvres qui ont été réalisées quelques temps avant la vente. On est dans deux extrêmes. Donc il n'y a pas de la rareté. Néanmoins, cette vente a explosé en prix. Et je ne suis pas sûre que si vous réorganisiez cette vente-là aujourd'hui, elle ferait les mêmes prix. Je vais demander à Alain Quémin ce qu'il en pense. Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de création et de validation des valeurs dans l'art et peut-être rebondir sur la question de Guillaume Cheruti sur le placement financier? Est-ce qu'il y a spéculation? Est-ce que les gens spéculent sur Damien Hirst, par exemple? Alors pour illustrer ce thème de la construction de la valeur artistique, on peut faire référence aux travaux très canoniques de Raymond de Moulin, qui est une sociologue de l'art française, qui a un peu créé ce domaine, et donc qui montre bien que la valeur de l'art en fait se construit à l'articulation du marché et du musée. Donc aujourd'hui nous allons parler effectivement essentiellement du marché, mais il est certain à chaque fois qu'il est également nécessaire d'avoir ce double soutien, reconnaissance par le marché d'une part et reconnaissance par le musée, par l'institution d'autre part, pour que les valeurs artistiques soient des valeurs artistiques durables. C'est quand même un petit peu le cas pour Damien Hirst. Donc c'est quelque chose qui peut expliquer également pourquoi ces prix extrêmement élevés ont été atteints par cet artiste-là, ou également par un autre artiste dont la cote est très élevée, comme Jeff Koons. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était en étant à New York il y a quelques mois, de visiter une exposition de Jeff Koons au Met, donc dans l'un des musées les plus impressionnants, dans l'un des musées les plus reconnus au monde. Il y avait une exposition de Jeff Koons et si mes souvenirs sont bons, il devait y avoir 4 œuvres de Jeff Koons en tout et pour tout. Toujours est-il que ça permettait de donner le label Metropolitan Museum à Jeff Koons et à l'instituer comme étant un très grand artiste contemporain qui, de son vivant, donc peut avoir toute sa place dans un musée aussi important. L'opération également du château de Versailles avait probablement également cette dimension-là. Je ne dis pas que ça épuise tout le sens de la manifestation, mais c'est quelque chose qui probablement a joué. Je rejoins également complètement Guillaume Cheruti sur l'instabilité du devenir des prix des artistes et sur les dangers qu'il y a toujours effectivement à spéculer sur l'art contemporain, car ce qui caractérise fondamentalement l'art contemporain, effectivement, c'est l'incertitude sur les prix et même l'incertitude sur la valeur à plus long terme. Il y a un exemple que j'emprunte là aussi à Raymond de Moulin, que j'aime beaucoup citer à chaque fois, c'est une même dépense qui a été occasionnée donc à 2 reprises par le duc d'Aumale en 1889, à quelques mois d'écart. Donc ce très grand collectionneur a dépensé exactement la même somme pour acquérir une toile. Donc c'était une toile de Meissonnier, qui était l'un des artistes les plus reconnus de son époque, dont tout le monde pensait que c'était un artiste déjà acheté par les institutions et donc qui allait rester dans l'histoire de l'art comme étant un très grand artiste. Donc une seule toile de Meissonnier et à quelques mois d'écart, le même duc d'Aumale a acheté donc plus de 300 dessins de François Clouet de son école. Bien entendu, aujourd'hui, le prix des dessins de Clouet serait incomparablement supérieur, incomparablement plus élevé que la toile de Meissonnier. Toujours est-il, à chaque fois, quand on achète de l'art contemporain, on prend un risque. Effectivement, il y a une très forte incertitude sur les prix. Ce qui me fascine toujours, c'est que l'on aime citer les collectionneurs qui découvrent des artistes et qui font de très bonnes opérations, mais on oublie toujours que ces mêmes collectionneurs qui font des placements très avisés sur certains artistes font également des erreurs absolument énormes. Et sur d'autres artistes, les très grandes collections sont pleines de cadavres, également d'artistes complètement oubliés. Et puis, comme on aime beaucoup justement croire qu'il est possible de faire des choix absolument sans erreur, eh bien on a toujours tendance à laisser un petit peu dans l'ombre, avec le recul, une fois justement que l'histoire de l'art, que le temps ont fait leur œuvre, à laisser donc de côté ces artistes qui, eux, sont véritablement considérés comme mineurs. Donc je crois effectivement que c'est une idée assez répandue, parce qu'il y a un jugement très moral également qui est associé à cela. Il ne faudrait pas que les gens puissent spéculer sur l'art, que les gens puissent gagner de l'argent sur l'art.
ce qui me frappe également beaucoup, c'est quand on considère donc l'achat d'œuvres d'art par les entreprises, le jugement moral est radicalement symétrique. C'est là, en revanche, il serait immoral que les entreprises qui constitueraient une fondation, qui constitueraient une collection d'art contemporain, perdent de l'argent. Donc ça, ce sont des croyances sociales extrêmement ancrées. Pour autant, si cela peut rassurer, les travaux des économistes sont assez nets. L'art est effectivement un assez mauvais placement. Et effectivement, on peut tout à fait expliquer cela par le bénéfice qu'il apporte en termes de capital de jouissance. On l'apprécie, l'art, et on l'achète essentiellement pour cela. Oui, j'ai envie de vous poser une petite question complémentaire. Dès lors qu'un artiste meurt, est-ce qu'il y a une validation plus forte de sa cote ou de ses prix dès lors qu'il arrête de produire puisqu'il est décédé? Est-ce que ça a une incidence? Ce qui change un petit peu la donne, effectivement, c'est que la production devient finie. Donc on peut supposer des fois que la cote de l'artiste va se trouver renforcée. On a vu l'exemple avec des artistes qui sont morts très jeunes, comme Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat. Donc effectivement, les cotes sont stabilisées en tout cas, parce qu'effectivement, il n'y a pas une incertitude sur ce que va devenir l'œuvre de l'artiste dans sa phase de production ultérieure, qui pourrait éventuellement décrédibiliser ce qu'il a produit antérieurement. Donc effectivement, le simple fait que la production se finisse, se tarisse, a tendance en général à asseoir la cote, voire à la renforcer. Quels sont les autres critères qui sont déterminants dans le prix d'un artiste? Est-ce que le fait qu'il soit très productif ou qu'il ait peu produit? Est-ce que la notion de pédigré, on n'en a pas parlé, mais il y a une collection, la collection Yves Saint Laurent et Pierre Berger qui s'est vendue le mois dernier à Paris. On a parlé de pédigré pour cette collection dont les prix ont énormément flambé. Quels sont les critères qui ajoutent au prix de l'œuvre? Au final, c'est la désirabilité qui va expliquer effectivement le prix des œuvres d'art. Et la désirabilité, effectivement, s'explique en partie par la rareté, peut s'expliquer dans certains domaines par l'état de conservation de l'œuvre, va s'expliquer également par la provenance, puisqu'il y a quand même, comme dans les sociétés primitives, une certaine forme de mana associée à l'œuvre d'art. On considère qu'une certaine partie de la personnalité des précédents propriétaires reste incorporée à l'intérieur de l'œuvre. Et puis également, il y a des phénomènes de mode qui jouent. On a des phénomènes de redéfinition du goût en fonction des époques. Donc il y a tout un ensemble de facteurs. Et au final, effectivement, eh bien ces préférences et cette désirabilité s'expriment véritablement lors de l'achat privé ou encore plus nettement lors de l'achat en vente publique. Très bien. Antoine de Galbert, vous êtes collectionneur. Quel type de collectionneur êtes-vous? Collectionnez-vous Kunz ou Hertz? Ni l'un ni l'autre. Je suis assez... comment dire, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis finalement le seul collectionneur, à moins qu'Alain et Guillaume collectionnent en privé. Enfin, et bizarrement, tout ce que j'entends, mais il faudrait peut-être inviter plusieurs collectionneurs, mais tout ce que j'entends ne me concerne absolument pas. Vous n'êtes pas dans le marché de l'art? Je suis dans le marché de l'art, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que, d'abord, je pense que ce soir, on parle du marché des grandes maisons de vente, qui est un marché essentiel, très important, mais qui est simplement une part du marché. Il y a le marché de l'art, dès qu'il y a échange entre un amateur et un artiste, il y a un marché, il y a vente, il y a un marché énorme qui n'est pas d'artistes qui ne sont pas ni dans le milieu des galeries, ni dans le milieu des salles des ventes, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire la part de plusieurs choses. Par ailleurs, moi, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de moyens pour pouvoir devenir collectionneur, mais je vous garantis que une fois l'œuvre achetée, l'argent disparaît. C'est-à-dire que l'argent n'existe qu'au moment où je suis confronté au désir d'acquérir une œuvre. Je peux pas, je discute, etc. Mais après, ça disparaît totalement. Donc, la thésaurisation, la spéculation, je ne me fais pas, comment dire, l'avocat du diable, mais tout ça ne me concerne absolument pas. Mais en revanche, je peux très bien acheter des œuvres qui deviennent un jour connues ou chères, et tant mieux. Ce n'est pas non plus, enfin, je veux pas dire l'inverse il faut pas non plus être hypocrite. C'est génial d'avoir une belle collection qui s'est valorisée, mais ce n'est pas mon moteur. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il faut un petit peu dissocier tout de même. Quand on parlait de spéculation je crois qu'il faut quand même vraiment dissocier les collectionneurs. Moi, ce sont des gens que j'aime, que je respecte, c'est un statut très, très, très remarquable et magnifique, de tous les autres qui sont simplement des acheteurs, des revendeurs, des spéculateurs, et je pense que enfin, je crois que c'est clair, en fait. Mais il vous arrive de revendre ou vous êtes un accumulateur? Il m'est arrivé récemment de revendre et de me confronter justement au marché, c'est-à-dire d'affronter la salle des ventes. Et c'était assez étonnant puisque j'ai
c'était une vente plutôt ça m'est arrivé qu'une fois en fait, hein, je dois vous dire, mais certaines œuvres ont fait des prix astronomiques alors que je les avais achetées rien du tout. D'autres se sont vendues à quelques centaines d'euros. Voilà, mais c'est pas... Est-ce que vous suivez la cote des artistes que vous collectionnez? Est-ce que ça vous importe? Ça m'arrive, parce que ce serait un peu hypocrite, effectivement, de dire que je suis au courant de rien. mais bon, il m'arrive d'aller dans une foire, dans une exposition, de demander le prix. Ah oui, ça vaut tant. Effectivement, je l'ai acheté 10 ans avant, le 10e du prix. Bon, ça me fait sourire, mais je sais pertinemment que de toute façon, 5 ans après, ça revaudra le prix. Enfin, le sujet ne m'intéresse pas fondamentalement. Il intéressera peut-être un jour mes enfants, mais moi, il ne m'intéresse pas. Au contraire, il fait, comment dire, j'ai dit une fois qu'il rendait l'argent intelligent. J'ai été très attaqué par quelqu'un qui m'a dit que l'argent ne pouvait pas être par essence intelligent, mais en tout cas, il le fait disparaître. Donc je crois que c'est important de dire ça. Par ailleurs, effectivement, je crois que Guillaume l'a dit, mais il faut être très prudent avec la notion de marché. Il y a dans le marché des œuvres qui vont disparaître un jour. Il y a dans la création des œuvres qui vont rentrer dans le marché. Il faut être très modeste et très humble face à la valeur des œuvres. Vous êtes un collectionneur qui vous intéressez aux très jeunes artistes, au moment où ils ne sont pas connus, ou vous vous intéressez aux valeurs confirmées également? En fait, j'essaye de me fixer des règles, mais je n'y arrive jamais. C'est-à-dire, je me dis, bon, cette fois, je vais acheter que des jeunes, puis je tombe sur un Fontana et je pêche. Ou inversement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on ne peut pas se fixer de règles. C'est une aventure, c'est une vraie aventure, c'est un mode de vie, c'est une chasse permanente, une obsession permanente. Alors quand je peux, je peux acheter une œuvre chère. Quand je peux pas, je peux pas. Mais c'est pas le prix qui... C'est d'abord quelque chose de très intérieur, quoi. Et voilà. Guillaume Cherouty, vous avez parlé d'emballement du marché entre 2004 et 2007, j'ai envie de dire jusqu'à septembre 2008 même. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'art peut être une valeur refuge face à d'autres investissements à risque? On a vu l'arrivée de nouveaux acheteurs ces dernières années, chinois, russes, du Moyen-Orient. Est-ce que ce sont des gens qui vont se retirer? Comment va s'articuler le marché? Est-ce que l'art va être une valeur refuge? L'emballement dont je parlais, on l'a surtout observé dans la dernière partie de cette période. C'est-à-dire que c'est vraiment entre 2007 et la mi-2008 qu'il y a eu effectivement une accélération souvent spectaculaire. Alors, est-ce que tout cela, puisque vous posez la question, est aujourd'hui totalement remis en question? Est-ce que les acheteurs qui étaient là ont disparu? Je ne crois pas. Je crois qu'on est dans une période où il y a un ajustement qui est assez fort, qui est différent selon les domaines. Oui, dans quel domaine, justement? Je crois que je serais en contradiction avec moi-même si je ne vous répondais pas que c'est dans le domaine de l'art contemporain que les ajustements sont les plus forts, puisque Alain l'a expliqué, par définition, il est le domaine de l'incertitude. Hein, et donc, les phénomènes à la hausse qu'on peut observer parfois dans les périodes de fort développement, qui touchent principalement l'art contemporain, eh bien, on les retrouve ensuite aussi sur ce même domaine. À l'inverse, je crois que si on observait encore une fois dans la durée la cote des tableaux anciens ou des objets d'antiquité, on a vu quelques exemples, on verrait que c'est plutôt pour les objets les plus recherchés sur le marché, une histoire qui est linéaire, qui montre encore une fois une augmentation régulière, mais pas les mouvements sinusoïdaux qu'on peut observer peut-être à plus court terme. Alors je voudrais aussi revenir sur la vente Damien Hirst, puisque vous avez posé la question tout à l'heure en disant finalement si on l'observait aujourd'hui, que se passerait-il? D'abord, je voudrais dire que personnellement, je ne sais pas si Damien Hirst est un artiste qui passera à la postérité et si il aura le devenir de Picasso dont on a vu une œuvre ou celui plus chaotique d'autres artistes comme Meissonier dont Alain a parlé, je ne sais pas. Mais je me garde à l'inverse de tout jugement hâtif qui consisterait à dire ce qui a été porté au nu il y a 1 an, même pas 6 mois, le 15 septembre 2008, aujourd'hui ou dans 3 mois ou dans 6 mois ne vaudrait plus rien.
Et donc je m'élève un peu en faux contre le jugement hâtif qui consistera à dire mais Damien Hirst est un artiste totalement surévalué. Je n'en sais rien, je ne le crois pas personnellement. Je pense que, toute proportion gardée, beaucoup des critiques qui ont été faites à l'encontre de cet artiste étaient des critiques qu'on retrouvait à une autre époque à l'encontre d'Andy Warhol, par exemple. Et on voit qu'aujourd'hui, Andy Warhol est un artiste qui est reconnu. En disant cela, vous le validez un peu. Non, je le valide pas. Je dis qu'il faut être humble par rapport à l'observation des phénomènes de son époque. Antoine de Galbert voulait réagir sur la Van Hertz. Je voulais juste réagir sur la surévaluation, mais je pense qu'il est surévalué. Il est absurde dans les périodes spéculatives, dans les périodes de grande circulation d'argent, que des œuvres d'artistes vivants valent si cher, en fait. C'est presque insultant pour les artistes vivants, pour les autres. Et je pense que c'est absolument absurde pour un collectionneur d'acheter des œuvres à ce prix-là. À ce moment-là, il faut mieux acheter un Rembrandt, mais je pense pas qu'il y en ait encore en main privée. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de totalement décalé entre qu'un artiste ait une cote très élevée, pourquoi pas, why not, ça peut être un type d'un très grand talent qui est reconnu de son vivant. Bon, mais quand ça atteint ce genre de prix, ça révèle un problème absurde, quoi, une bulle spéculative. C'est pas possible pour moi d'acheter un artiste comme Damien Hirst à ce prix-là, même si je pouvais, parce que rassurez-vous, je ne peux pas, bien sûr. Alain Quemin, vous avez dit tout à l'heure que vous avez soulevé le rôle des musées dans la validation des prix et de la valeur de l'art. Ce sont vraiment les musées qui donnent le ton, ou est-ce que ce sont les galeries et les grands collectionneurs aujourd'hui qui donnent un peu le ton, qui sont les véritables prescripteurs? Alors effectivement, il y a un ensemble d'acteurs dont les décisions vont être déterminantes sur la reconnaissance de la valeur donc financière et esthétique des artistes. Et c'est vrai que ce qui est parfois un petit peu nouveau depuis maintenant une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, mais le phénomène s'accélère de plus en plus, c'est que les différentes positions sont parfois occupées simultanément par certaines personnes. On voit notamment par exemple dans le système américain que des collectionneurs importants siègent également dans le boards des grands musées, et donc les décisions institutionnelles sont en partie influencées par les décisions qui sont elles-mêmes liées au marché et réciproquement. Donc c'est vrai que le monde de l'art, il est difficile de l'étudier de façon complètement segmentée, voir le marché d'un côté, les institutions de l'autre, et que l'on comprend beaucoup mieux, par exemple pour des artistes comme Hirst, comme Kunz, pourquoi ils peuvent avoir des prix aussi forts, aussi faramineux même, justement parce qu'ils sont des artistes très reconnus sur le marché, mais également très soutenus par les institutionnels. Comment vous expliquez l'absence ou la quasi-absence des artistes français dans le grand palmarès des artistes contemporains très cotés sur le marché de l'art? Est-ce qu'ils sont moins valeureux, moins talentueux que les autres? Alors là, Armelle, vous me poussez dans mes dadas habituels. Bon, je pense qu'il y a effectivement des raisons objectives qui font déjà que les collectionneurs, effectivement, lorsqu'ils achètent, s'intéressent aux artistes pour leur œuvre en tant que telle, mais qu'il y a toujours également un facteur relativement inconscient qui est la nationalité des artistes. À la fois, on cherche à ne pas en tenir compte, d'une certaine façon même, on la conteste, cette décision donc qui tiendrait compte de la nationalité des artistes, et pour autant, on sait que les artistes français coûtent moins cher que les artistes américains, coûtent moins cher que les artistes allemands, et donc je pense déjà qu'il existe un frein psychologique à payer un artiste français, par exemple, 100 000 euros, 200 000 euros, alors que ce sont des sommes, bien entendu, que l'on dépenserait le cœur léger pour des artistes allemands ou des artistes américains. Et puis je pense également que les artistes français, dont la production est quand même extrêmement diversifiée dans notre pays, est beaucoup filtré dans ce qui est montré à l'étranger, et peut-être que ce que nous montrons beaucoup à l'étranger ne correspond pas forcément toujours à ce qui est le plus facile à faire accepter par les institutions et le marché hors de France. Alors je pense qu'il y a des raisons pour cela qui font qu'en France on a tendance souvent à soutenir davantage un art qui est difficilement vendable, pour des raisons probablement de sensibilité culturelle, et puis également c'est un raisonnement qui est assez généreux. On a tendance effectivement à compenser. Ce qui est très amusant, c'est de regarder quels étaient les artistes français qui étaient très
légitimes dans notre pays dans les années 70. Les artistes français les plus légitimes à l'époque étaient Yves Klein, qui lui a quand même été fortement consacré par les Américains davantage que par les Français, mais également des artistes comme Vasarely, comme Armand, comme César, qu'en France nous avons quand même largement laissé tomber au niveau institutionnel, justement parce qu'ils avaient un marché et parce que du coup, ils apparaissaient comme étant trop commerciaux. Donc, comme perdant une partie de leur légitimité. C'est un peu comme si les Américains, effectivement, avaient laissé tomber tous les artistes du pop art, des artistes comme Warhol, justement parce qu'ils auraient eu un marché. On voit bien que les logiques qui amènent à intervenir au niveau institutionnel sont radicalement différentes, et bien entendu, ça produit des effets différenciés. Maintenant, c'est complètement différent. Il y a une connivence entre les différents acteurs du marché. Vous l'avez expliqué, dans institutions, galeries, collectionneurs. Et puis... Alors en France, je pense quand même qu'il y a une plus forte coupure entre le marché et les institutions. Plus en France. Davantage en France. On voit bien par exemple pour l'exemple de Damien Hirst dont on parle depuis un moment. Damien Hirst quand même est un artiste qui a été beaucoup soutenu par Charles Saatchi, qui était un très important collectionneur, mais également par Sotheby's et qui a également été très soutenu par le British Council. Donc on voit une institution publique, un très important collectionneur, une très grande maison de vente aux enchères, qui effectivement pense qu'un artiste mérite d'être soutenu et qui conjugue leurs efforts. En France, on voit beaucoup moins. Il y a toujours quand même une certaine réticence de la part des institutionnels à s'engager auprès du marché. Et on voit bien même que les fondations privées, comme la fondation Antoine de Galbert, la Maison Rouge, par exemple, sont des institutions quand même très neuves, très récentes dans notre pays, alors que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la réalité du monde de l'art. Je pense aussi qu'il faut quand même corréler la cote des artistes internationaux avec le fait qu'ils soient anglo-saxons, libéraux, protestants souvent. Et on vit, nous, dans un pays où le tissu privé des collectionneurs est encore faible, malgré François Pinault, quelques personnes comme ça. Mais en moyenne, il y a que quelques dizaines de personnes qui peuvent insuffler du dynamisme à travers des collections privées. Et contrairement aux autres pays où les systèmes culturels publics sont organisés à travers les collections privées. Donc je pense que pour qu'il y ait des cotes importantes, il suffit pas qu'il y ait des politiques culturelles. On peut voir d'ailleurs certains pays qui ont aucune ou très peu de budget public, comme l'Autriche à l'époque, ou les pays anglo-saxons, ont généré des mouvements artistiques et des très grands collectionneurs qui venaient pallier qui venaient remédier à cette carence. Et donc, il faut attendre un petit peu, peut-être. C'est pas seulement une histoire de l'art, mais il faut attendre un petit peu que la sociologie culturelle française évolue, que l'État lâche du lest, que l'État permette aux collectionneurs de mieux se développer, en les aidant, pourquoi pas, en les aidant fiscalement, why not, hein, c'est tout à fait possible. Et voilà, il y a une autre chose aussi quand même, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de parler d'art dans ce débat, mais juste une petite phrase. Oui. Les artistes français sont très intelligents, et peut-être trop. C'est-à-dire que le complexe de supériorité qu'on a en France sur le plan culturel est sans doute un frein à l'exportation de nos œuvres. Vous êtes intéressé. On a observé ces dernières années aussi une montée des prix, je parle encore de prix, dans l'art chinois. Également, les artistes indiens et du Moyen-Orient sont très fortement montés en vente publique. Antoine, vous êtes intéressé à ce type d'artistes qui ont aussi envahi les galeries occidentales? Non, moi je refuse tout nationalisme en art et tout drapeau. Mais évidemment, dans ma collection, j'ai quelques artistes chinois. Donc, il y a des artistes formidables en Chine, mais je ferai jamais une expo d'art chinois. J'ai fait une expo d'art russe, mais qui était historique, qui n'était pas liée totalement au marché récent. Mais je pense pas parce qu'après, maintenant, ce sont les Indiens. Après, ça sera les Indonésiens, les Papous. Et donc, à chaque fois, il faut nourrir ce marché de manière absurde et artificielle. Moi, je suis assez contre, mais je comprends tout à fait que le marché s'organise. Il y a aussi une autre explication, c'est que le marché va là où est l'argent. C'est quand même très clair. Moi, si j'avais une galerie d'art, j'en ai une, mais il y a très longtemps, si j'étais président d'une maison de vente, j'irais vendre des œuvres dans le Golfe Persique ou à Pékin. Donc ça, je suis pas compétent pour juger de ça, mais il y a des grands artistes dans le monde entier, mais dès qu'on parle de nationalisme, pour moi, ça n'a plus aucun sens, quoi.
Justement, Guillaume Cherouti, votre maison de vente a commencé ses premières ventes à Doha ce mois-ci. Donc, vous intéressez au marché de l'art du Moyen-Orient et également à l'art contemporain du Moyen-Orient. C'est pas un peu spéculatif, ça? Non, pourquoi? C'est vous qui êtes la commentatrice de ce marché. C'est une question. En tant que journaliste. Moi, je ne le crois pas. Je crois que, effectivement, ces dernières années, on a vu émerger de nouveaux collectionneurs. Il y a des collectionneurs en Chine, en Russie, en Inde, en Indonésie, dans les pays du Golfe, qui sont entrés sur ce marché et qui ont manifesté un appétit de collectionner. Donc c'était un phénomène nouveau et donc nous devons d'aller à la rencontre de ces collectionneurs aussi. Donc c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, nous avons organisé une vente à Doha récemment et puis nous organisons des ventes également à Hong Kong. Et ces ventes rencontrent des collectionneurs. Alors ensuite, la crise économique et financière que nous rencontrons, que nous traversons, évidemment a un effet. C'est-à-dire que là encore, des collectionneurs disparaissent, sont moins présents, sont moins enclins à acheter, sont plus prudents. Mais je crois que cette installation de notre maison est durable. Et nous avons le souci, encore une fois, et je reviens un peu sur ce que disait Antoine tout à l'heure, nous avons le souci de distinguer le court terme du long et moyen terme. Nous savons que le marché, et c'est l'histoire des cycles qui interviennent sur tous les marchés, le marché, à un moment donné, est au sommet, puis ensuite se rétracte. On a déjà vécu ça entre 90 et 92, et puis c'est reparti progressivement. Et puis ensuite, il y a eu cette poussée en 2004-2007. Là, le marché revient encore une fois un peu en arrière, mais ce n'est pas un mouvement général, ce n'est pas un phénomène uniforme selon les disciplines. Nous savons que, encore une fois, l'art contemporain traditionnellement subit des ajustements plus forts. Donc voilà, je ne pense pas que notre présence à Doha ou à Hong Kong soit guidée par la volonté de faire un coup spéculatif dans ces zones. Mais vous reconnaissez qu'il y a des marchés nationaux qui sont de plus en plus forts, oui, très orientés. Vous avez organisé une première vente d'art turc à Londres aussi il y a un mois ou deux. Donc vous visez des marchés émergents qui achètent de l'art turc ou du Moyen-Orient ou chinois. Oui, il y a le marché est structuré comme ça aussi. Il y a de plus en plus dans ces pays de personnes qui investissent leur argent. Qui sont fortunés, qui font monter les prix sur les artistes. Pas seulement. J'aimerais vous dire également que ces dernières années, nous avions développé des ventes dites de nationalité à Londres. Donc il y avait des ventes d'art russe, mais également d'art grec, d'art scandinave, tout simplement parce qu'il y a des collectionneurs dans ces pays qui s'intéressent à la création artistique de leur pays, qui la découvrent, qui la redécouvrent. Et donc, je trouve que c'est plutôt intéressant, salutaire de voir des collectionneurs qui arrivent et qui défrichent aussi de nouveaux domaines qui n'avaient pas été explorés. Alain Quémin, vous voulez ajouter un mot? Oui, pour confirmer totalement, d'aller dans le même sens que Guillaume, il est certain qu'il existe des pays dans lesquels les collectionneurs s'intéressent de façon assez nationaliste fortement à leurs propres créateurs, et c'est un peu probablement une faiblesse de la France. Si on prend notre collectionneur le plus important, François Pinault, il a acheté beaucoup d'artistes très consacrés, beaucoup d'artistes américains et comparativement moins probablement d'artistes français que ne le font des collectionneurs importants, des collectionneurs allemands qui achètent beaucoup d'artistes allemands, des collectionneurs américains, beaucoup d'artistes américains, et puis également les collectionneurs chinois qui s'intéressent aux artistes chinois. Et je pense également que ce qui peut expliquer une certaine désaffection pour les artistes russes, alors qu'on aurait pu penser il y a maintenant une quinzaine d'années par exemple qu'ils allaient devenir relativement importants, c'est le fait que les collectionneurs russes n'aient pas tant suivi que cela leurs artistes nationaux, probablement en grande raison parce que beaucoup de Russes très fortunés ne vivent pas en Russie mais vivent à Londres, et donc se sont intéressés aux artistes britanniques, se sont intéressés aux artistes américains, et finalement on voit que les rares artistes russes qui se sont véritablement imposés comme artistes relativement importants sur la scène internationale de l'art sont des artistes qui eux-mêmes ont fait la même chose que les riches collectionneurs russes qui sont allés s'installer dans le monde occidental, quoi. Antoine de Galbert, votre collection porte sur quels artistes? Je cite jamais les artistes que je collectionne parce qu'il suffit d'en citer un pour que les 10 autres me détestent. Donc
Mais en fait, elle est plutôt un peu multiforme. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis pas un spécialiste du marché. Vous avez un fil conducteur. Je connais bien l'art contemporain, évidemment. Mais je collectionne pas uniquement l'art contemporain. Donc je m'intéresse à des tas de choses, entre autres aux objets aux reliquaires, aux choses religieuses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ce soir. Et j'adore les ex-voto, les reliquaires, les crucifix, toutes ces choses-là. J'adore l'art populaire, j'adore l'art brut, ce qu'on appelle l'art brut, c'est-à-dire au sens du buffet, au sens français, l'art des incultes. Et j'adore aussi l'ethnographie. Et finalement, je me rends compte que je suis professionnellement dans cette Maison Rouge avec mon équipe toute la journée au cœur de l'art contemporain. Mais dans ma vie privée, l'art contemporain représente peut-être maintenant 50% ou à peu près de mon activité personnelle. Et donc finalement, je m'éloigne un petit peu du sujet de ce soir, mais ce sont d'autres marchés aussi, évidemment. L'art primitif, Sotheby's organise des ventes magnifiques. Il m'arrive même d'y aller et d'acheter. Donc, comment vous me ferez des prix la prochaine fois. Non, sérieusement, je suis dans plusieurs marchés à la fois, quoi. Mais je pense que vous devriez interroger Alain Comin, parce qu'il y a un marché de l'art qui est constitué par un marché de l'Antiquité, un marché de l'art contemporain. Notre sujet de ce soir, je crois, touchait il y a quelques années, à l'époque où Raymond de Moulin écrivait ses livres, touchait 1 ou 2% de la globalité du marché de l'art. Aujourd'hui, le marché de l'art contemporain s'est beaucoup développé pour les raisons dont on a parlé. Et aujourd'hui, c'est 10%, je crois. Donc, bon, voilà, il faut quand même expliquer qu'on parle d'un tout petit milieu et que quand Damien Hirst se promène gare de Lyon, personne ne le reconnaît. Donc, tout ça est très relatif. Et voilà, c'est tout. Je voudrais demander à Guillaume Chirouty ou Alain Comin pourquoi autant de gens aujourd'hui s'intéressent plus à l'art contemporain qu'à l'art ancien. Moi, je vais juste répondre avant de laisser parler parce que j'étais très inquiet, moi, quand on disait que l'art contemporain était à la mode. Oui. J'étais même inquiet, j'étais même exaspéré parce que être à la mode signifiait qu'un jour il ne le serait plus. Et j'ai un peu peur que c'est ce qui arrive en ce moment. Je ne le souhaite pas, mais j'ai un peu peur. Et j'étais extrêmement inquiet, moi, de cette collusion entre la mode et l'art. Et l'art contemporain, l'art dans son ensemble, mérite mieux que d'être une mode. Il faut entraîner une population à s'y intéresser, à vivre au sein de l'art au quotidien. Mais la mode est vraiment quelque chose de contestable pour moi. Vous reconnaissez qu'il y a une mode dans l'art contemporain, le fait de... Il y a non seulement des modes dans l'art contemporain, mais l'art contemporain était à la mode. Je pense que l'art, et en particulier l'art contemporain, effectivement, est un marqueur social. Nous avons connu une époque durant laquelle beaucoup de gens ont acquis des fortunes considérables et effectivement c'était une façon d'affirmer leur nouveau statut, en particulier oui avec les exemples de milliardaires russes, que de constituer une collection en art contemporain. Donc il y avait, mais je pense que c'est effectivement une partie très visible du phénomène, mais qui ne recouvre effectivement qu'une petite partie de celui-ci. Qu'est-ce qui explique que des gens fortunés fassent des collections d'art contemporain plutôt que d'art ancien? Il y a une réponse à ça? Est-ce qu'il c'est plus un marqueur social plus important, l'art contemporain, que l'art ancien? Je pense que c'est lié à la... Il y a une fascination pour... Je crois que c'est lié à la sociologie des gens riches. C'est-à-dire que quand vous êtes un Russe, un Ouzbek qui gagne 60 milliards en 5 ans, il faut construire votre univers social, il faut construire votre environnement, il faut construire des tas de choses. Et l'art contemporain est finalement une très bonne façon de s'entourer. Mais les vieilles fortunes, par exemple, ne collectionnent pas du tout l'art contemporain. C'est quelque chose qui est lié à un monde social assez, je ne veux pas être, méprisant, mais assez neuf et tourné vers l'avenir. C'est pas l'apanage des vieilles familles, par exemple, qui se tournent plutôt vers leur passé et qui s'accrochent à... Vous voyez, je crois que c'est vraiment lié à un argent frais, l'art contemporain. Oui. Vous avez un mot à rajouter, Guillaume? Oui, moi je voudrais revenir sur un point. Alors je ne suis pas en accord avec tout ce qui a été dit, mais ça nous amènerait trop loin. Je voudrais revenir sur un point très important qui me tient à cœur. On a un peu évoqué le dynamisme de l'art français ou des créateurs français, leur cote. Moi, je voudrais indiquer ou souligner qu'il y a vraiment une corrélation entre un marché de l'art actif,
puissant, bien organisé et tout simplement la cote des artistes, la vitalité de la création. Et je pense que l'une des raisons qui explique le succès de la vente Hearst, on en parlait, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire le fait que des collectionneurs, des entreprises ont également cru et sont intervenus dans ce domaine. La France, de ce point de vue, est aujourd'hui encore en retard. Alors pour différentes raisons liées à notre organisation, au fait qu'il n'y a pas de géant français sur le marché de l'art, il n'y a pas d'entreprise d'origine française comme Sotheby's, aujourd'hui entreprise américaine après avoir été créée à Londres, ou comme Christie's. Il n'y a pas d'intervenants purement français sur ce marché qui aurait pu également porter la cote de certains artistes. Je pense que c'est vraiment un élément très fort. On parlait tout à l'heure de l'intervention des musées dans l'achat direct. Je trouve qu'il serait sans doute aujourd'hui plus judicieux d'intervenir indirectement, c'est-à-dire de favoriser ceux qui interviennent auprès des artistes, qu'ils soient collectionneurs ou maisons. D'accord. Juste un mot de la fin. Oui, simplement pour dire, là entièrement d'accord avec Guillaume, que les grands pays de création, aujourd'hui les pays les plus importants sur la scène internationale de l'art, sont aussi presque systématiquement des pays dans lesquels le marché est très dynamique. La France avait un marché très dynamique dans les années 50. Ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Donc il y a un enjeu effectivement à en prendre conscience. Merci. C'est terminé pour les téléspectateurs de KTO. Vous retrouverez les mardis des Bernardins la semaine prochaine sur le thème tradition musicale et transmission de la foi, le chant ancien et ses évolutions. Je vous remercie.